Bonjour à tous et bienvenue pour une réunion de présentation de la société EMA. On va parler d'innovation, de développement durable, de transition énergétique. Et pour commencer effectivement cette présentation, on va présenter les intervenants. Béatrice Sala, bonjour. Vous êtes la présidente directrice générale d'EMA. À vos côtés, Philippe Chambaud, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes membre du conseil d'administration d'EMA et vous vous occupez de cette partie financement dont on va reparler ensemble. Et puis et actionnaire aussi. Et vous êtes actionnaire. J'y tiens. Très important. Et puis Didier Salva qui dirige la C2IB. Et on va parler avec Didier de la manière dont les actionnaires peuvent justement s'intéresser à la société, investir dans la société. Pour commencer, Béatrice, si vous voulez bien, parlez-nous de votre parcours de dirigeante. Bon, je suis une fille de paysan au départ, donc j'ai travaillé avec mon père dans des choses assez techniques, ce qui m'a orientée tout de suite vers des mondes de travail dans les usines avec comment dire, dans un monde d'hommes. Donc j'ai commencé par simuler des puits de pétrole pour suivre la corrosion des aciers. Et puis naturellement, en travaillant en température, je suis passée directement dans le nucléaire. Et là, j'ai travaillé sur le cœur des centrales et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai vu comment on pouvait faire des argiles qui se forment naturellement, ce qui m'a orienté vers le travail que je fais maintenant, puisqu'on sait simuler ce qui se passe dans les générateurs de vapeur. Voilà. Donc, à la suite de ça, comme notre laboratoire, avec ce qui s'est passé dans le nucléaire, a fermé, on a recréé pour poursuivre tout ce qu'on avait dans la tête. J'ai dit, c'est intéressant de transférer à des jeunes. Donc j'ai créé une société et puis je savais très bien que ce que j'avais vu à l'intérieur des générateurs, on pouvait transformer les matières organiques, donc le CO2. Et à un moment donné, on m'a demandé, vous savez que la nuit, l'électricité est négative, donc c'était intéressant, le coût de l'électricité. Donc c'était intéressant de faire de l'hydrogène pendant la nuit. Donc ça a été l'électrolyse qui a commencé comme ça, mais moi je me suis dit au lieu de faire que de l'hydrogène, je vais me servir de l'hydrogène pour traiter le CO2. Et c'est comme ça que l'histoire est lancée avec la création de EMA. Voilà. Alors EMA, c'est une équipe, c'est vous bien sûr, ce parcours-là, et également une équipe. Pouvez-vous nous donner un petit peu les différents profils qu'on retrouve chez EMA ? D'abord, ça a été pendant un bon moment une équipe plutôt internationale. J'avais un Malaisien, j'ai eu un Indien, j'ai eu une Tunisienne. Enfin, c'était assez beaucoup de pays différents. Et ce sont en général des gens qui sortent de l'université, donc du laboratoire de monsieur que vous voyez ici, monsieur du CNRS. On a travaillé beaucoup ensemble. Donc, on a des électrochimistes. J'ai un jeune qui est malaisien et qui a fait un Erasmus Mundus. Donc des gens qui connaissent bien l'énergie, qui ont travaillé sur les piles à combustible, sur les électrolyseurs. Enfin, c'est des gens compétents, c'est des chercheurs, tous. J'ai aussi un autre docteur qui a travaillé sur de la nanoélectrochimie. C'est tout en général sur l'électrochimie ou la chimie. C'est toute une équipe comme ça. Et puis à côté, j'ai des anciens qui ont travaillé dans le monde de la pression et de la température, qui connaissent vraiment bien toutes les machines et qui viennent épauler le travail des jeunes. Par exemple, aussi sur toutes les modélisations, c'est quelqu'un du laboratoire du LIS là, qui vient nous faire la modélisation et qui forme les jeunes régulièrement. Donc il y a vraiment un transfert des anciens vers les jeunes et ça fait une bonne équipe et des gens motivés sur la cause climatique. Voilà. Alors on parle beaucoup de cette transition énergétique, mais on parle de CO2, on parle d'un certain nombre de sujets. Éclairez-nous sur la problématique justement climatique et énergétique. Il y a deux choses. On a, vous voyez bien ce qui se passe, le fait de l'industrialisation importante. On a créé beaucoup de CO2 qui a fait 67% du gaz à effet de serre et qui fait monter la température que vous connaissez avec les incendies, les dérèglements, les inondations, la montée de l'eau. Je vous passe les problèmes des traits de côte qui disparaissent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui au niveau climat, c'est pas la peine que je vous raconte, vous le voyez assez au niveau télévision. Donc d'un côté, on a ça. Donc il faut s'attaquer au mal, et le mal, là-bas, c'est pas le mal, c'est une transformation du carbone qui est très stable. C'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément facilement à l'éliminer. Et puis d'un autre côté, il y a plein de pays qui n'ont pas d'électricité. Moi, j'étais en Afrique à 9h du soir, on ne peut plus prendre sa douche, on est dans le noir. C'est réel, ça, le manque d'électricité.
Donc, à la fois, on peut dire on va faire de l'hydrogène, on va électrolyser de l'eau, et puis on va transformer, on va faire de l'hydrogène. L'eau étant condensable sur notre planète, il ne va pas monter en effet de serre, alors que logiquement, il pourrait faire la même chose que le CO2. Hein. Mais l'important, c'est qu'on a, à partir d'un déchet, qui pour nous est le CO2, eh ben, on l'a transformé en méthane, en combustible qui permet de refaire de l'énergie, mais en même temps qui permet de stocker l'électricité. Donc vous avez du solaire, vous savez que l'électricité, si vous ne la stockez pas, certains commencent à la mettre dans des batteries, mais sinon on ne peut pas avoir d'énormes batteries. L'intérêt, c'est d'en faire un produit chimique. Donc le produit chimique, c'est du gaz, et on a plein de tuyaux de gaz partout, des réserves, et ainsi de suite. Donc l'intérêt, c'est de reprendre du gaz, on le rebrûle, et si on a notre système à nous, eh ben, même si on le brûle, on récupère le CO2, on tourne en rond. Donc en gros, il faut de l'énergie d'un côté, et le carbone, il est sur Terre partout, donc il faut simplement le transformer. Et c'est Lavoisier pour moi. Voilà. Alors justement, côté solution, innovation, d'EMA, transformer ce CO2 en gaz vert, c'est ce réacteur EMA qui va permettre ce process. Comment? Alors, en gros, quand je faisais de l'électrochimie classique, on se rend compte que, quand on décompose de l'hydrogène, avant que ça fasse la molécule, vous avez deux adsorbats hydrogène sur l'électrode, et ça, c'est extrêmement réactif. Donc l'intérêt, c'est d'aller introduire le CO2 sur ces adsorbats pour qu'ils réagissent très vite en un seul réacteur. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que, in situ, j'électrolyse de l'eau, l'hydrogène se fait à l'intérieur du réacteur, réagit avec le CO2, on en refait du méthane, du CH4, on libère de l'oxygène. L'oxygène, sur une chaudière par exemple, vous pouvez mettre un électro en haut de chaudière avec un peu de solaire au-dessus pour amener de l'électricité. Vous allez récupérer votre CO2, vous en refaites du méthane et de l'oxygène pour la combustion. Donc ça tourne en rond. Voilà, c'est notre système. Donc pour vous, c'est un système qui va... vous parliez de votre profil de fille d'agriculteur. Oui. Ça va rentrer dans ces possibilités? Le premier exemple qu'on a pris, il y en a beaucoup de CO2, on vient de regarder tous les deux, là, on a des articles récents qui sortent, ils parlent de 567 gigatonnes de CO2 pour 1,5 degré de température, par exemple, hein, c'est ça. Donc c'est des tonnages énormes, mais comment vous dire, on n'a pas voulu prendre ce qu'il y a des cimenteries et tout ça au début parce que ça débite de façon très importante et c'est pas toujours très pur. Donc j'ai commencé, moi, fille d'agriculteur, à me dire je vais commencer sur, même si on dit que c'est du CO2 biogénique. Donc quand on fait fermenter fermenter tout un tas de composés organiques, vous allez libérer du biogaz. Le biogaz, c'est à peu près 55% de méthane et 45% de CO2. Si vous traitez le CO2, et on a eu des taux de conversion jusqu'à 90% de ce CO2, vous doublez presque la quantité de méthane, et pour une même surface cultivée ou même nombre de vaches, hein, en général, on a fait des calculs avec des trucs de 90 vaches aux 200 hectares de maïs. Donc, on arrive à doubler presque la production. Et pour les agriculteurs, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir des coûts de gaz moins élevés et puis de produire plus avec moins d'installations de sécurité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthanation. Eux font de la méthanisation et derrière, on fait de la méthanation. Alors nous, c'est de la méthanation électrocatalytique. Il y a de la méthanation biologique, mais il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de systèmes différents. Mais l'avantage que l'on a, c'est que le fait de traiter directement le CO2 dans un seul réacteur, qui n'a pas une très haute température, autour de 250 degrés, si on fait des calculs, je dirais, de prédiction économique, on tourne à peu près à 1300-1500 € de la tonne de CO2, alors qu'un système classique de catalyse qui est fait, il y en a un qui existe en prototype à Métis-Centre, c'est où il y a différentes étapes, le purificateur et ainsi de suite, et plusieurs réacteurs, on est autour de 2000 € de la tonne, alors que ça se vend un petit peu plus au-dessus de 2000, donc on ne gagne pas beaucoup. Voilà. Et donc voilà. Après, je vais laisser la place à mon personnage. Voilà, donc ça donne, donc il est compétitif, on y reviendra bien sûr là-dessus. Oui, Philippe, on va parler avec vous de cet objectif de levée de fonds. On a parlé de ces méthaniseurs. On n'a peut-être pas en tête ce qu'il y a en France, combien il y en a en France et même en Europe. Éclairez-nous sur l'objectif de la levée de fonds. Alors, d'abord,
parler de la modestie de Béatrice Sala, parce que le fait que nous soyons aussi déjà actionnaires, il y a des raisons. La première, c'est que Béatrice Sala a créé et managé déjà 3 laboratoires entiers, tout en n'attendant pas seulement les subventions, mais également en allant chercher du chiffre d'affaires grâce à des prestations. Donc il y avait déjà cette envie et cet esprit entrepreneurial. Et ça, c'est important pour l'avenir également de la société. Le deuxième point, c'est l'envie aussi donc, de transmettre tous ces savoir-faire qu'elle a pu accumuler autour de sa carrière à justement des plus jeunes qui sont des doctorants et qui donc bénéficient, je dirais, vraiment in situ d'une formation de qualité et très variée. Voilà. Alors pour revenir à l'objectif de la levée de fonds, il y a deux aspects qui me paraissent importants. Le premier, c'est que les méthaniseurs, puisqu'on s'adresse au premier lieu aux méthaniseurs, donc aux agriculteurs qui ont ou pas équipé leurs exploitations de méthaniseurs, eh bien, il y a tout un tas de tailles différentes, donc de puissances différentes. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un prototype qui a été validé in situ par GRDF, donc avec des essais. Et donc, du coup, on veut simplement, sur cette période de 3 ans, établir en fait différents types de puissances pour pouvoir s'adapter aux différents types de méthaniseurs. Et vous le comprenez donc facilement, ça permet d'élargir évidemment le marché pour la société EMA. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'augmentation des fonds propres va permettre, et ça c'est intéressant aussi pour les investisseurs, d'accéder donc à des subventions de la BPI à raison de 1 pour 2,5. Et donc du coup, ça apporte de la valeur aussi pour les personnes qui vont investir, puisque donc il y a un soutien donc sur la production d'énergie verte, puisque ben oui, il y a des objectifs pour les distributeurs de gaz que sont GRT Gaz, Terega, GRDF, et donc avec des objectifs importants d'ici 2030. Et sachez qu'en tout cas, rien que l'aspect méthaniseur va pouvoir, au jour d'aujourd'hui, remplir au moins 10% donc de ces objectifs. Voilà. En complément, je pourrais dire que ça permettra au gaz russe. Ça permettra aussi de compenser tout le gaz russe. En 2030, on sera à 20% du gaz qui sera apporté par le verre et on n'aura plus besoin du gaz russe. Ça, c'est un point très important que vous vous rappelez là. Se passer du gaz russe, vu le climat actuel, c'est très important. Alors, on parlait de cette levée de fonds. Du côté des soutiens techniques et financiers que vous avez eus, on en voit un certain nombre ici, à la fois des entreprises, des distributeurs, la région. Oui. Il y a eu de l'intérêt. On a commencé par ce que vous connaissez tous, c'est une bourse CIFRE, donc l'État. Et puis après, on a présenté des projets au niveau de la région et on a été épaulé tout de suite par Terega, qui est le gros distributeur de gaz pour le sud de la France, qui a été racheté, c'est la partie totale. Vous savez qu'il y avait le gaz de lac et tout ça, ils ont créé Terega. Et tout de suite, ils ont cru en nous, donc ils nous ont financé. Et on a un accord important avec eux, c'est-à-dire que le premier électrolyseur, je dirais à caractère pilote, sera monté à Toulouse, sur leur site de Toulouse. Et on a 5 ans derrière de vente potentielle chez eux. C'est-à-dire qu'eux prennent le marché. Et il y a un accord avec GRDF qui est en train de se négocier parce qu'après, ensuite, GRDF est venu dessus. Alors, quand on regarde Terega, c'est comme GRTGA, c'est les gros tuyaux. C'est les arrivées énormes. Et par contre, GRDF, c'est les petits tuyaux qui vont chez les clients. Donc, ils se complètent bien et ils sont en train de s'accorder pour pouvoir avoir une meilleure synergie tous les deux. Voilà. Et bien sûr, derrière, maintenant, on est en train de demander avec les nouveaux programmes à la BPI et puis avec peut-être des installateurs derrière qui commencent à montrer leur nez. Voilà. Mais nous, il faut qu'on continue. Voilà, c'est en train de bouger donc sur cette partie avec ses partenaires. On va parler maintenant des perspectives aussi d'EMA, Philippe, pour les futurs actionnaires. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu ce marché, on a vu le point important bien sûr de ce que ça pourrait faire, mais qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Alors, plus concrètement, il y a la réalité d'aujourd'hui et les ambitions. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 1900 méthaniseurs uniquement en France et 20 000 en Europe.
le business plan que vous pourrez évidemment consulter dans le document d'information qui est accessible très facilement, donc par QR code, par lien, sur LinkedIn, enfin tout un tas de systèmes d'information, vous montrera que on s'est basé sur 3%. D'accord ? C'est-à-dire récolter déjà 3% du marché français. Donc une attitude assez prudente. Mais l'objectif, en fait, l'ambition, c'est de devenir évidemment un leader français et puis derrière, après, un leader européen, compte tenu des besoins énormes. Et on sait que dans l'espace, en tout cas des 2 dernières années, les capacités en France ont doublé en termes du nombre de méthaniseurs et de puissance délivrée, ce qui rend très positif justement les distributeurs, parce que les distributeurs, il faut juste penser à une chose, c'est que c'est bien d'avoir des tuyaux, mais si vous n'avez pas de gaz à l'intérieur, donc l'important c'est de produire aussi. Voilà. On a la chance donc en France d'avoir un pays très agricole. L'Europe elle-même est agricole, donc il y a énormément de déchets agricoles à traiter et donc à transformer en gaz vert, en biochar, enfin il y a tout un tas de différences. Mais vous voyez qu'en se basant juste sur 3%, ça permet d'avoir des perspectives très très intéressantes. Et puis il y a du bonus aussi pour les investisseurs, et c'est, comme je dis souvent, il faut aider ceux qui ont envie de participer à l'histoire au début. Et donc l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est aussi de les informer que la société EMA a développé également dans son réacteur une possibilité de produire de l'hydrogène. Donc on sait que le marché de l'hydrogène n'est pas encore mature, il est en plein développement. Il y a d'ailleurs beaucoup de sociétés actuellement françaises qui investissent normalement en Europe, mais surtout en Allemagne, puisque l'Allemagne a d'énormes besoins. Et donc il y a un relais de croissance énorme en termes de production d'hydrogène. Et comme en plus là, ça se fait avec de l'énergie solaire, donc du coup, ça donne un prix de l'hydrogène qui est très compétitif. Et encore un autre relais de croissance qui est la fabrication de graphène que l'on peut trouver dans beaucoup d'électronique aujourd'hui et même dans certaines batteries. Voilà. Donc, vous voyez, ça laisse en tout cas des perspectives qui me semblent très très intéressantes à moyen long terme. Avec donc la possibilité de bénéficier en rentrant justement aujourd'hui et en bénéficiant de cette levée de fonds à seulement 10 €. Donc voilà, établi donc par un commissaire aux comptes. Hein, donc voilà, donc c'est très 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 sérieux. Voilà, voilà les perspectives. Donc on va parler avec Didier Salva, donc, qui dirige chez 2IB, justement de la manière dont les actionnaires peuvent investir. Donc ils vont sur le site EMA, et comment ça se passe ensuite ? Peut-être je rappelle 1 minute ou 2 comment on en est arrivé là, à se permettre de mettre une bourse privée sur le site d'EMA, effectivement. C'est electronmaterials.fr et vous avez un onglet société et espace actionnaire. Et dans cet espace, on peut acheter là en quelques minutes des actions EMA, acheter des actions qui sont en vente donc, et le produit de la cession va servir à ce que vient d'expliquer Philippe, à l'accroissement des fonds propres. Nous, comme on en est arrivé là depuis 40 ans, ici on est au Palais Brognard. Moi je ne suis pas fils d'agriculteur, je suis fils d'un simple salarié à la bourse qui a milité pendant toute sa vie, et il y a 40 ans de ça, qui a, avec ses démarches militantes, poussé à la création du second marché. Le second marché, ça a permis à un certain nombre de PME, il existait encore les bourses régionales, et un certain nombre d'entreprises de grandir grâce à l'épargne de proximité, à l'épargne directe, particuliers qui sont devenus directement actionnaires de ces entreprises. Bien qu'on soit à l'origine de la création du second marché, on a fait une contre-inauguration parce qu'on estimait que la barre était trop haute. Enfin, moi je suis arrivé il n'y a que 35 ans à ces 2IB, mais en 83, on a défendu la mise en place d'un marché de OTC aux États-Unis, ils appellent ça hors cote. C'est des marchés non réglementés. Et donc, parce que le coût d'utilisation de ce mécanisme peut être accessible à des milliers d'entreprises en France. 40 ans plus tard, c'est toujours possible. Ce marché hors cote, sur lequel on a introduit une soixantaine de sociétés, les toutes premières, c'était un petit peu des sociétés comme EMA, je pense à SMT Goupil dans la micro-informatique, ou
ou Clarins ou Zodiac, les toutes premières sociétés des PME, peut-être un petit peu plus grosses qu'EMA, mais je pense à une d'entre elles qui s'appelle Sistran, traducteur automatique, qui était au même stade qu'EMA, hein. Recherche et développement, et leur système de traduction n'était pas encore au point. Aujourd'hui, c'est sur Google. Google, ce qui traduit automatique, c'est le système Sistran. Et on pense que EMA a la même potentiel, répond à un besoin dans le climat, vraiment à la pointe mondiale. Donc on s'est rencontrés il y a 6 mois, et on pense que la philosophie est intéressante de faire entrer du public dans le capital. Et à partir de là, pour terminer de raconter l'histoire, donc EMA aujourd'hui a sa propre bourse, et c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, nous on a inventé l'expression finance circulaire, et parce que ça fait peut-être moins plaisir que l'ancienne expression qui était actionnariat populaire, où vraiment on a joué un rôle. Aujourd'hui, ça répond toujours à un besoin de financement en fonds propres pour les PME, d'orienter l'épargne dans les PME en direct. Et donc, pour aller dans le vif du sujet aujourd'hui, sinon je vais être un peu trop long pour le passer, techniquement, donc il est possible aujourd'hui, en allant sur le site de EMA ou éventuellement directement sur notre site, ciib.fr. Enfin, dans les deux cas, on arrive à ce qu'on appelle un carnet d'annonces. C'est pour un petit peu l'analogie avec en bourse, on appelle ça un carnet d'ordre. Quelqu'un qui veut boursicoter, il y a encore quand même 3,5 millions de boursicoteurs en France, et c'est pas péjoratif. Boursicoteurs, ils veulent récupérer leur mise, ceux qui boursicotent, et pour pouvoir récupérer, il faut revendre. C'est la base, c'est le B.A.B.A. Le B.A.B.A. de l'actionnariat, déjà comment je vais pouvoir revendre avant d'acheter des actions. Et donc c'est ce qu'a EMA. Là, il y a 80 000 actions à vendre, donc sur le site d'EMA, sur le carnet d'annonces. On peut ouvrir un compte gratuit en quelques minutes, et dans la minute qui vient. Donc c'est un investissement, on peut dire, à moyen ou peut-être même long terme, enfin au moins à moyen terme, les fonds propres de l'entreprise. Mais en tant qu'actionnaire individuel, quelqu'un qui achète des actions EMA, il peut très bien les revendre dans un mois, quand il veut. Il a la liberté. Et donc on a imposé une certaine déontologie, la même déontologie qu'impose Euronext et l'AMF pour les sociétés cotées. Nous, on s'impose depuis 40 ans, hein, ces mêmes règles. Alors les réglementations ont évolué, la numérotation, mais c'est donc la production de ce que disait Philippe, d'un document d'information dans lequel sont exposés les risques, pas que le beau côté des choses, mais les risques existants. Et puis on a demandé à ce que les actions, c'est la base, soient librement négociables. C'est le B.A.B.A. Et ce qui fait que quelqu'un qui achète des actions, il pourra les revendre dans 10 ans s'il veut, ou dans quelques jours, avec l'offre et la demande. Je m'étends un petit peu, je peux peut-être préciser plus les choses. Oui, non, mais après, ça veut dire simplicité pour les actionnaires qui viennent, quelque part une acclimatation. Si l'entreprise un jour décide d'aller en bourse, ce carnet d'ordre-là, ça correspond assez bien à ce qui se fera plus tard si l'entreprise vient en bourse. Donc ça permet, si on a envie d'investir, et ensuite, si on veut vendre à un moment donné, de pouvoir le faire avec le marché qui est là. Voilà, ça paraît évident ce qu'on est en train de dire, simple comme de l'eau de roche, mais on est un petit peu les seuls à le proposer, malheureusement. En France, on aimerait bien avoir plus de concurrents. Béatrice a raison. Les actions EMA sont éligibles au PEA, PME ou au PEA. C'est pas inutile. Et c'est quoi le PEA, PME? C'est pas d'impôt sur les plus-values quand on revend ses actions, à condition de garder. Ouvrir un compte PEA, ça ne coûte rien, n'importe qui peut en ouvrir. Ça, c'était une parenthèse. Donc l'intérêt, c'est quand on revend, ça reste dans l'enveloppe du PEA, et ça permet de ne pas payer d'impôt sur les plus-values, sauf la CSG, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a la partie sociale. Oui, Philippe, sur ce format. Juste un complément. Guy et Salva parlait de liberté, c'est exactement ça. Donc soit la personne choisit, donc dans le cadre du carnet d'annonces, une souscription classique, et pourra revendre effectivement grâce à ce marché secondaire qui est créé de facto. Soit effectivement elle a une envie de moyen long terme, et auquel cas elle peut utiliser son PEA et son PEA et PME, puisque malgré tout c'est encore une niche fiscale qui existe, et jusqu'à quand on ne sait pas avec toutes les réformes en cours, mais qui permet donc quelque part de défiscaliser les futures plus-values. Et on a voulu aussi, en termes de perspective,
vous vous doutez que ce réacteur va avoir après donc une production industrielle. Il va y avoir donc un adossement forcément à un industriel, donc dans le cadre à la fois de la fabrication et de la diffusion, et donc potentiellement aussi une introduction potentielle donc sur les marchés. Et c'est pour ça que tout a été mis en place de manière professionnelle, aussi bien donc au niveau du document d'information, au niveau du code ISIN, au niveau du commissaire aux comptes, au niveau du conseil d'administration. En fait, tout a déjà été préparé dès maintenant pour gagner du temps pour la suite. Voilà. Et après, bon, j'avais envie de vous dire que votre motivation soit purement financière, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit pour le climat, qu'elle soit d'aider aux revenus futurs des agriculteurs, puisque, comme le disait Béatrice Salat, pour la même surface cultivée, un agriculteur va pouvoir pratiquement doubler ses revenus en termes énergétiques, donc soit pour lui-même, soit pour les villes ou villages autour. Si vous voulez agir, c'est simple, hein, vous avez là un cadeau durable pour Noël. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Moi, j'en ai une en tout cas qui peut intéresser tous les investisseurs sur la rentabilité, on va dire ce que les analystes disent le ROI. C'est pas très joli, mais bon, le return of investment pour les méthaniseurs, et comment c'est adaptable pour eux justement. Qu'est-ce que ça va amener pour la trésorerie? Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce soit donc les agriculteurs, il y a certains qui ont installé des méthaniseurs en 2014, d'autres en 2018, en 2019, donc ils n'ont pas tous le même bilan financier de prêts avec leurs banquiers, de plans de remboursement, etc. etc. Toutes les simulations qu'on a pu faire, que ce soit sur 5 ans ou sur 10 ans, et on peut l'adapter évidemment sur 7, sur 8, sur 9, sur 10, dès la première année, de toute manière, l'agriculteur est bénéficiaire. Après, on va adapter évidemment le plan de financement à la situation comptable et puis à l'envie de trésorerie aussi de l'agriculteur, puisqu'il y en a certains sur lesquels les revenus vont suffire à payer donc le prêt, auquel cas donc ils vont récolter le rendement tout de suite. D'autres, ils vont se servir du rendement de l'énergie pour payer toute une partie du prêt. Et donc, en fonction des besoins de chacun, on peut vraiment adapter. Mais en tout cas, oui, le retour sur investissement, il est dès la première année. Donc ça, c'est un point important, effectivement. Béatrice, sur le coût d'investissement, donc on a parlé de méthanation à EMA, avec la même surface cultivée. C'est quelque chose d'important? Pour les agriculteurs que l'on a eus, ils nous ont dit 2 choses qui les gênent dans le climat. D'ailleurs, ils ne peuvent pas prévoir en ce moment, et c'est très difficile pour eux d'avoir à réguler leur récolte avec les variations importantes de climat. Ça, c'est important. Et deuxième chose, doubler pour une même surface cultivée, c'est vraiment rentable. Alors, et puis en plus, j'ai vu des installations récemment près de Toulouse, où il s'associe aussi au monde, je dirais, du commerce, enfin de la vente, puisque des supermarchés qui vont jeter des ordures, enfin vous voyez ce que je veux dire, que ce soit des boîtes de lait, j'ai vu carrément des boîtes de conserve arriver directement dans les broyeurs. Donc en s'associant, par exemple, il y avait un agriculteur qui faisait des prunes, hein, donc c'était tous les végétaux autour des feuilles de prunes et machin. Il y avait des céréaliers, et il y avait toute une installation de rejet de la grande surface, et donc ils peuvent réguler l'arrivée de matière constamment. Donc les méthaniseurs, ils fonctionnent en permanence. Donc ça, c'est intéressant. C'est tout l'environnement local qui participe à la méthanisation. Voilà. Alors un autre point, Philippe, on parlait de ce prix de l'action et de la manière avec Didier Salvat de pouvoir l'acheter aujourd'hui. Donc on parlait de ce prix de 10 €. Comment se fait la valorisation? Vous avez parlé de valorisation d'un commissaire aux comptes, et si on se projette un petit peu sur le moyen terme, ça donnerait quoi? Alors déjà, je vais revenir sur la valorisation du commissaire aux comptes. Donc il a valorisé donc l'entreprise en moyenne, puisqu'il y a toujours une fourchette, entre 2,4 et 4 millions d'euros. On a retenu, nous, 3 080 000, c'est précis. Voilà. Pour justement à la fois être prudent et en même temps offrir des perspectives à ceux qui vont réellement participer à l'histoire, puisque c'est aussi une des volontés de Béatrice Salat. On parlait d'actionnariat populaire tout à l'heure. On voit bien qu'effectivement, c'est l'action conjointe des consommateurs, comme j'aime bien les appeler, et également des entreprises, qui va faire qu'on peut atteindre
les enjeux et les problématiques qu'on a en ce moment. Après, donc, je lui ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de relais de croissance qui sont très importants. Le premier, il est de ne pas s'attaquer uniquement au marché français, mais au niveau européen, qui est aujourd'hui l'équivalent de 10 fois le marché français quand même. Donc voilà. Sachant que donc dans le business plan, que vous trouverez donc, je le répète, dans le document d'information qui est très complet, ça a été fait uniquement donc, sur la valorisation de 3% du marché français. Hein, donc ça l'offre déjà. Voilà. Et donc quand on voit donc les projections d'ici 2030, ce sont des projections qui sont très prudentes, mais qui vont, vous voyez, de 8 à 10 fois la valorisation actuelle. Et si on y rajoute donc d'ici 2030, il peut y avoir aussi un développement du marché de l'hydrogène, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui et des besoins. Hein, on voit bien qu'on ne va pas être sur une seule source d'énergie, mais on va bien être sur un mix énergétique. Et bien, être présent sur 2 types d'énergie, le gaz vert et l'hydrogène, offre évidemment des perspectives de valorisation qui sont encore plus importantes. Et bon, je parlais tout à l'heure du graphène aussi. Bon, voilà. Il y a en fait, l'idée, ça a été de concrétiser en fait cette belle entreprise, hein, la faire se développer, hein, et puis mais offrir aussi à ceux qui participent à cette levée de fonds des perspectives qui soient alors j'aime pas donner des valeurs, mais en tout cas nous-mêmes en tant qu'actionnaires, on pense en tout cas qu'il peut y avoir de très très belles surprises donc sur le moyen et sur le long terme, sans compter l'adossement industriel et sans compter non plus la potentielle introduction sur les marchés. Voilà. Donc il y a des réserves en fait de croissance qui permettent d'être patient et d'en bénéficier. Ouais, diversifier aussi les risques. Béatrice, vous parliez tout à l'heure des partenaires, ceux avec qui vous avez parlé de Teréga. On a aussi GRDF qui vous soutient. Comment on peut envisager l'industrialisation justement? Là, on a vu que ça avait avancé, mais comment on peut l'envisager selon vous? Il y a des partenaires PME qui sont avec moi, comme ABS Coating, des gens qui font du dépôt, comme nous. Et puis, on a aussi un partenaire qui est tout près de Montpellier, qui a fait carrément l'installation de méthanisation des ordures de Montpellier. Hein. Donc, ce sont des chaudronniers qui savent faire des appareils sous pression. Parce que, bon, on ne travaille pas à très, très haute pression. Mais enfin, on est autour d'entre 20 et 40 bars. Donc, il faut quand même que ce soit des gens qui travaillent sérieusement. Donc, on a ces gens-là. Puis, à côté, donc, il y a les utilisateurs qui sont prêts à installer sur tout leur réseau. Mais on a quelques équipementiers, donc certains gros équipementiers que vous connaissez certainement, j'ose pas dire les noms, qui se sont rapprochés et qui, eux, reprendront le relais ou feront travailler pas en sous-traitance, mais déjà les PME qui travaillent dans le système. Donc ça, c'est une brique qui est déjà présente. On a des noms, au moins deux noms importants qui sont en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire derrière pour développer. Et ça arrange bien sûr les distributeurs de gaz comme Teréga et ainsi de suite. Quoique Teréga lui-même a maintenant ce qu'ils appellent Teréga Solutions et qui sont prêts à installer aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose... Alors, quand on regarde ça, comme on dit certains équipementiers, je dirais, la partie électrique, la partie des autoclaves et tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Mais nous, notre spécificité, on gardera ça, c'est la fabrication des tubes. Et la fabrication des tubes, c'est savoir faire de l'argile sur ces tubes. Et ça, c'est ce que j'ai ramassé du nucléaire quand j'ai regardé ce qui se passait dans les centrales, dans les générateurs de vapeur. Et ça, on l'accélère. Au lieu de faire ça en milliers d'heures, on le fait en quelques heures. Voilà. Ça veut dire ça, c'est un brevet qui nous tient, qui est à nous. Voilà. Et ça veut dire clairement que ça bouge dans votre secteur et que si effectivement ce projet d'EMA réussit, l'écosystème aujourd'hui est prêt à avancer. Oui, les paysans, ils me disent, Béatrice, dépêchez-vous de faire votre appareillage. Aidez-moi, je le dis, parce que moi, je ne peux pas financer tout le temps. Donc voilà, ça, faut qu'il y ait une collaboration avec tout le monde pour tirer le projet. Voilà. Philippe, un mot de conclusion de cette réunion. Eh bien, moi, je regarde toujours un petit peu en anticipation et c'est vrai que donc quasiment dès le début, quand même, Teréga a soutenu l'entreprise EMA
en négociant un accord sur le long terme pour installer donc effectivement et démarrer l'industrialisation. Donc ça, déjà, c'est quand même, ça montre le sérieux. GRDF qui a rejoint le consortium a qualifié l'entreprise EMA de game changer. Alors on n'aime pas les abréviations ou les expressions anglo-saxonnes, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Game changer, donc de production d'énergie verte. Voilà. Ce sont des groupes de toute manière qui ont des ambitions très importantes parce qu'il faut bien qu'ils remplissent les tuyaux. Et ils ne peuvent soutenir que des projets dont ils savent que voilà, ils vont déboucher. Donc là, on dirait sur une bascule importante. On a ce premier prototype. Il faut développer les puissances. Donc c'est à vous, mesdames et messieurs les investisseurs, de nous rejoindre, de faire comme nous avons fait. Et en s'alliant tous ensemble, je pense qu'on va changer pas mal de choses dans la production de gaz vert. Et puis rendre peut-être une entreprise française leader européen, ce qui est quand même pas rien. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci à tous les trois pour cette présentation et merci à vous de l'avoir suivi.